invité, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, numéro 3 du gouvernement, ancien Premier ministre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Manuel Valls. Budget général, budget de la sécurité sociale. On parlera évidemment des Outre-mer tout à l'heure. Budget général, budget de la sécurité sociale, double 49.3, adoption sans vote, motion de censure aussitôt déposée par LFI sur chacun des deux textes, examen demain. Le PS ne s'y associe pas, le RN hésite, le gouvernement Bayrou ne tombera pas. Sans budget, la France était en danger, dit François Bayrou. Avec un budget, n'est-elle pas toujours en danger ? Non, la ligne de crête est évidemment difficile, vu le niveau de déficit et de dette. Le projet de loi de finances qui va donc probablement être adopté, soyons prudents jusqu'au bout, réduit progressivement ce déficit, mais nous sommes sur une trajectoire qui sera évidemment longue, difficile et qui nécessite des efforts. Mais moi, je constate que, je l'espère, l'esprit de responsabilité s'impose, parce que la France a besoin d'un budget. Regardez, le seul fait que la commission mixte paritaire, l'Assemblée et le Sénat ensemble, ait adopté le budget, a réduit la différence de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France. Donc ça veut bien dire que sur les marchés internationaux, on a besoin que la France ait un budget, et surtout les Français, et les Français ultramarins, pardon de le rappeler, ont besoin d'une loi de finances, d'un budget qui les soutienne. Un budget ne résout pas les problèmes économiques rencontrés par la France. Non, mais l'absence du budget créerait les conditions, à mon avis, non seulement d'une crise politique, mais d'une crise financière. Donc, il vaut mieux un budget sur la base d'un accord et d'un esprit de responsabilité, en l'occurrence des socialistes dont je me félicite. Des socialistes. Amère défaite pour Jean-Luc Mélenchon ? Mais vous savez, moi je suis au gouvernement, il m'est difficile désormais de commenter l'attitude des uns et des autres. Je vais vous dire les choses autrement. Il est normal que les forces politiques, en raison de leur positionnement, c'est le cas du Parti Socialiste, ne puissent pas voter un budget qui n'est pas le leur. Ils ont cependant participé à une négociation. Ils ont obtenu l'ouverture du débat sur les retraites, le fait qu'on ne supprime pas 4000 postes dans l'éducation nationale, pour ne prendre que ces exemples. Mais ils ne votent pas la motion de censure au nom de l'esprit de responsabilité et du fait qu'après ce que nous connaissons depuis la dissolution, le pays a besoin de stabilité pour toutes les raisons que nous avons dit. C'est une situation, Jean-Jacques Bourdin, vous l'avez souvent commenté, vous la commentez tous les matins, sans aucun doute, sur cette antenne. Nous n'avons pas connu ce type de situation d'instabilité politique depuis les débuts de la Ve République. Donc, il faut donner de la stabilité au pays, c'est nécessaire. Je crois que pour le moral général des Français, pour des catégories qui attendent des soutiens et des aides, je pense aux agriculteurs, je pense à Mayotte, je pense à la Nouvelle-Calédonie dont je m'occupe, et il faut de la stabilité dans un moment de convulsion pour le monde, avec les conséquences de la victoire de Trump, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. On a besoin que la France, qui est un grand pays, ait les moyens de cette stabilité. Alors j'allais en parler justement. Effectivement, en France, on discute d'un budget. Le budget sera probablement voté. Pendant ce temps-là, Donald Trump a déclaré la guerre commerciale. Alors, il a un peu mis d'eau dans son vin avec le Mexique et le Canada, puisqu'il y a suspension de ces taxes douanières. Avec la Chine, ça va discuter. Quelle devrait être la réplique européenne si Trump tient parole et applique des droits de douane sur tous les produits européens? Nous restons le premier espace commercial du monde. Je parle évidemment de l'Europe. Une puissance économique, industrielle, agricole, malgré tout, les analyses sur le déclin de l'Europe, etc. Mais c'est une puissance commerciale incontestable, et donc il devrait y avoir évidemment une réponse. Attendons ce que propose Donald Trump. On voit qu'il peut changer en plus d'avis, mais il faudra évidemment une réplique. D'ailleurs, regardez les autres pays où négocient ou répliquent. La Chine réplique, il y a une négociation entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais qui participent du même espace commercial avec les États-Unis. Donc il faudra évidemment une réplique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a dit hier, et les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis. Mais d'une certaine manière,
Je rencontrais il n'y a pas si longtemps Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, qui a participé au rapport Draghi, qui donne des indications essentielles pour l'Europe. C'est-à-dire que nous devons rattraper le retard en matière d'investissement sur la recherche, l'innovation, l'université, l'intelligence artificielle que l'Europe a pris ces 20 dernières années par rapport aux États-Unis. Et il me disait, je crois juste, que l'élection de Trump nous oblige, nous, à réagir. Nous ne devons pas être uniquement dans le commentaire sur ce qu'est en train de faire Trump ou Musk, sur ce qu'ils sont en train de faire, mais nous-mêmes investir dans l'avenir, nous protéger davantage, avoir une défense, notre propre défense, notre capacité de défense, même si nous sommes dans l'Alliance Atlantique. Il faut alors un jour que les Européens achètent du matériel européen, du matériel militaire européen. 80% du matériel militaire acheté par l'Europe est acheté à l'extérieur de l'Europe. Parce que c'est le fruit, c'est le fruit de l'Alliance Atlantique. Mais regardez, un pays comme le Danemark, un des pays les plus ancrés dans l'Alliance Atlantique depuis toujours, avec ce qui se passe, les menaces sur le Groenland, est obligé de reviser sa stratégie. Au fond, entre ce qui s'est passé en 2022, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'attaque terrible du Hamas en Israël, l'élection de Trump, tout ça est en train de bouleverser le monde. Et donc ça nous oblige, nous, Européens et Français, à définir notre propre stratégie. Et s'il y a peut-être quelque chose qu'il faut copier de Donald Trump, si vous me permettez, c'est la défense de nos propres intérêts stratégiques. C'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan commercial, et c'est vrai aussi sur le plan militaire de la défense. L'Europe et la France doivent défendre leurs intérêts stratégiques dans un monde aujourd'hui très instable. Alors, avant de partir pour Mayotte, vous en revenez, et vous êtes rentré samedi, un mot quand même, quelques mots sur la guerre Ukraine-Russie, avec les dernières propositions de Donald Trump, qui dévoile son plan, par l'intermédiaire de son envoyé spécial, un cessez-le-feu, des élections présidentielles et législatives en Ukraine, et ensuite des négociations. Il tord la main, il veut tordre la main à Zelensky. Bourdin, là, vous faites commenter tous les sujets. Non. Certes, je suis ministre d'État, numéro 3 du gouvernement, vous l'avez rappelé. Et vous vous intéressez beaucoup à l'Ukraine. Oui, je m'intéresse évidemment à tous ces sujets, même si je suis évidemment concentré sur les Outre-mer. Mais ça veut dire qu'il y a une négociation. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'idée qu'on fait la paix en 24 heures, comme l'avait annoncé l'actuel président américain. Donc ça veut dire qu'il y a la voie, il y a un dialogue, et qu'il y a peut-être une volonté aussi dans cette administration américaine de ne pas faire confiance à Vladimir Poutine et de soutenir l'Ukraine. En tout cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cela veut dire que plus que jamais, l'Europe doit participer d'abord de cette discussion et doit soutenir l'Ukraine qui est en première ligne pour défendre nos valeurs. Vous êtes rentré de Mayotte samedi, après une nouvelle visite de 3 jours, Manuel Valls. Le bilan humain du cyclone Chido est-il définitif? 39 morts? Alors, il est de 40 morts, 40 morts, précision, 125 blessés graves et près de 5000 blessés graves. Oui, alors, il peut y avoir peut-être des disparus dont on ne connaît pas l'identité, notamment parmi l'immigration irrégulière. Mais rappelez-vous qu'au début du désastre du cyclone Chido, on avait même parlé de 30 000, 40 000, oui, j'entendais 50 000 ça, morts. Donc, l'État, je l'ai encore dit hier soir au Sénat, puisque nous sommes en train de discuter du projet de loi d'urgence sur Mayotte, l'État n'a rien à cacher. Pardon de rentrer ce matin dans ces détails, mais par exemple, la mer n'a rejeté aucun corps, on n'a pas découvert de charnier. Donc je reste prudent, il y a peut-être quelques disparus, mais évidemment, on est sur, heureusement, même si ce sont des morts de trop, nous en sommes à ce type de chiffres. L'eau, l'électricité, l'approvisionnement, tout est rétabli? Non, l'électricité est rétablie à 100%, des clients alimentés, on est revenu à avant Chido. Il peut y avoir des clients qui n'étaient pas à ce moment-là alimentés. Sur l'eau, elle arrive évidemment pratiquement dans tous les foyers, mais il y avait beaucoup de foyers qui n'étaient pas alimentés. Il y a toujours des problèmes de production et de distribution. Et donc là,
dans le plan de reconstruction, de refondation de Mayotte, il faudra évidemment changer totalement cet aspect. C'est sans doute, Mayotte a connu en 2023 une crise très grave de l'eau, il peut y avoir une crise de la sécheresse, c'est toujours possible, donc il faut anticiper ces mouvements. La nourriture arrive bien évidemment, nous sommes en train sur place d'enlever les déchets ménagers, c'est-à-dire 6000 tonnes, et ça devrait être réglé d'ici la fin du mois de février avec un effort vraiment de tous les services publics et privés sur place. Les dispensaires, c'était un de mes engagements, sont en train d'ouvrir un peu partout pour soulager l'hôpital. Et puis enfin, la rentrée scolaire a eu lieu dans des conditions très difficiles, parce qu'on a à peu près 20% des écoles et des classes qui ont été détruites, mais la rentrée scolaire a eu lieu, mais là aussi... Même si certaines écoles abritent des migrants encore. Hein. C'est depuis hier matin, non. C'est fini. Le dernier collège, le collège de Kouaoué a été évacué avec 300 migrants, mais il y a encore, il y a moins de classes, il y a moins d'écoles, il y a des élèves qui vont en classe le matin et pas l'après-midi. Donc le projet il y a pas suffisamment de cantines scolaires, de repas. Donc c'est tout le projet éducatif. Au fond, c'est tout le projet pour Mayotte que je présenterai avec une deuxième loi au mois de mars ou au mois d'avril, qui sera une loi programme Mayotte debout, pour reprendre mars-avril, dès qu'elle sera prête, qui traitera des questions d'éducation, d'urbanisme, de développement économique et agricole, de reconstitution de la forêt, parce qu'elle a été à 70% détruite, et évidemment d'immigration et de sécurité. Donc sur tous ces sujets, au fond, vous savez, ce territoire que je connais bien, que je connaissais bien avant, qui est terriblement français. Il y a une passion des Mahorais pour la France, mais il y a une forme de distance, un retard qui s'est créé dans le développement, et nous devons être à la hauteur de l'attente de nos compatriotes mahorais. Alors la reconstruction, le temps et le coût. Alors le temps. Il y a une mission inter-inspection qui est en train d'évaluer le coût. On est le coût non pas de la reconstruction, des destructions. Forêt, filière économique et agricole, bâtiments publics, on est autour de 3,5 milliards. Je rappelle que la Calédonie, après les émeutes, donc c'était pas un événement naturel, mais humain, le coût est d'un peu plus de 2 milliards à part égale pour l'économie et pour les bâtiments publics. Donc, alors on a déjà débloqué beaucoup de fonds. On est autour de un demi-milliard déjà de dépenses d'urgence, et la loi programme va sur... C'est très difficile d'avoir du temps parce que ça dépend des choses. Par exemple, la forêt et l'agriculture, c'est évidemment plus long. Les bâtiments publics, une partie peuvent être construite cette année, ensuite ou reconstruits cette année. Donc, allez, sur 2 à 5 ans, je pense qu'on est capable non seulement de reconstruire Mayotte, mais de la refonder et de lui donner un projet qui passe aussi par une réflexion plus large sur l'idée que la France doit se faire sur la place de Mayotte dans l'océan Indien, dans son environnement. Le ministre de la Défense a annoncé la volonté du gouvernement de faire de Mayotte aussi un élément important de notre défense dans cet espace. Voilà, donc je pense qu'on est en train de réfléchir aussi avec les élus. Une base militaire Une présence militaire. Alors c'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans la reconstruction, mais d'une manière ou d'une autre, oui, il faut une présence plus forte de la France dans ce canal du Mozambique, où il y a des enjeux considérables. C'est vrai pour Mayotte, la Réunion et tous les territoires ultramarins, il faut qu'ils prennent une place plus importante dans les espaces régionaux, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien. Bien, l'atoll ne sera pas en vente libre, ça, évidemment. Les bateaux comoriens continuent à arriver. J'ai lu les dernières déclarations qui vous a répondu, d'ailleurs, du président comorien, qui revendique toujours Mayotte, qui affirme qu'il refusera d'accueillir des clandestins expulsés par la France depuis Mayotte. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Je pense qu'il faut un rapport de force avec les Comores. À la Trump, en quelque sorte. Non, je invité le président de la République et poser lui la question. Oui, mais quel rapport de force ? Il faut faire parce que les Comores bénéficient d'une aide de la France à travers l'AFD, l'Association française de Est-ce qu'il faut suspendre cette aide ? En tout état de cause, il faut que le langage soit très clair vis-à-vis du président. Moi, je rentre pas dans ce débat. C'est vraiment de la responsabilité du président de la République et du ministre des Affaires. Vous êtes favorable à la suspension de cette aide ? Je suis favorable à un langage très clair,
très net et rigoureux vis-à-vis des Comores. Ça ne peut plus continuer, parce que on va peut-être parler d'immigration, mais c'est vrai que on renvoyait jusqu'à il y a peu 25 000 immigrés illégaux. C'est à peu près d'ailleurs le chiffre de ces 25 000, 30 000 qui arrivent tous les ans ou qui repartent ensuite. Donc ça veut bien dire que sur ce sujet-là, il faut que nous, on ait une politique de détection. Les radars ont été restaurés, des moyens supplémentaires ont été donnés aux forces de sécurité pour procéder à la détection et ensuite à ces expulsions. Il faut détruire. Il faut en finir avec ces ces bateaux, ces usines. Il y en a aussi d'ailleurs à Mayotte qui fabriquent illégalement ces bateaux qui mettent en danger les personnes, parce que c'est de la traite d'êtres humains. Donc là-dessus, il faut être extrêmement clair, mais ça ne peut marcher, en effet, Jean-Jacques Bourdin, que s'il y a un rapport de force très net. Donc il faut établir un rapport de force avec les Comores. Voilà. Donc il faut nous protéger. Il faut expulser. Et éventuellement suspendre l'aide apportée aux Comores. Dans un rapport de force, il y a une palette d'éléments qu'on peut parfaitement utiliser. Bon, j'ai bien compris. Le droit du sol, dites-moi, le droit du sol, Manuel Valls, il y a une PPL, une proposition de loi LR, je dis, qui arrive. Alors, 2 parents sur le sol et présence régulière depuis 1 an pour obtenir la nationalité. Oui, c'est une restriction du droit du sol. Il y en avait déjà eu une. Exact, en 2018. En 2018, Gérard Collomb devait être ministre de l'Intérieur. Et ça avait été porté par Thani Mohamed Souali, qui était sénateur mahorais et qui est aujourd'hui membre du gouvernement. Il a en charge les relations avec les pays, notamment en voie de développement. Et il connaît bien, évidemment, ces dossiers. Donc là, il s'agirait d'aller un peu plus loin. Le gouvernement y est favorable, la présidente de l'Assemblée nationale... Donc, pour obtenir, pour résumer, pour que les auditeurs comprennent bien, pour obtenir la nationalité française, un enfant qui naît sur le sol français, à Mayotte, doit avoir 2 parents présents sur le sol, régulièrement sur le sol français. Depuis un an. Avant, c'était 3 mois et un seul parent. Là, c'est 12 mois et 2 parents. Alors, il y a un débat juridique, parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'une remise en cause du droit du sol, il s'agit d'une restriction du droit du sol. Donc, il y a un débat juridique, mais que ce soit Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, et le ministre des Outre-mer que je suis, nous y sommes, favorables. Est-ce que ce qui est vrai à Mayotte pourrait être vrai sur les autres territoires français? Je parle de la France métropolitaine ou d'autres départements, territoires d'outre-mer. D'abord, pour modifier le droit du sol partout en France, il faut une réforme constitutionnelle. Je ne vous fais pas un dessin, ça me semble difficile. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas favorable à la mise en cause du droit du sol sur le territoire. Vous n'êtes pas favorable à la restriction du droit du sol en France métropolitaine? Ça, c'est autre chose. On peut toujours, sur un certain nombre de sujets, avoir le débat, mais la mise en cause du droit du sol, je ne suis pas d'accord. Et reconnaissons, très honnêtement, que la situation que vivent les Mahorais, que vit Mayotte, est d'une toute autre nature. C'est un territoire, je ne veux pas me fâcher avec l'INSEE une nouvelle fois, mais entre 350 000 et 500 000 habitants. Il n'y a pas un maire qui me dit que les chiffres de l'INSEE sont justes dans sa commune. Ils sont 20-30% plus importants. Donc il y a 500 000 habitants, ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que du coup, l'aide, les dotations pour les communes ou le conseil départemental, bref, pour Mayotte, ne sont pas à la hauteur du nombre d'habitants et des investissements qui sont faits. Dans le texte que vous présenterez en mars-avril, il y aura la restriction, cette nouvelle restriction du droit du sol, on est bien d'accord. Si elle est adoptée par la proposition de loi et qu'elle suit son cours au Sénat, ça ne sera pas utile, mais il y aura d'autres dispositifs, bien évidemment, mais qu'on est en train d'étudier. Qui vont restreindre quoi? Je reviendrai sur restreindre le droit du sol? Non, qui peuvent d'ailleurs nous permettre de mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Oui, par exemple, il y a la question des tests, les faux tests de paternité sur place. Donc on peut donner un certain nombre de moyens supplémentaires, mais je reviendrai sur votre antenne quand tout cela sera prêt. Bon. Mais je dis un mot supplémentaire, parce que je pense que beaucoup de nos compatriotes et de vos auditeurs ont découvert peut-être la place de Mayotte sur une carte de géographie. Ce territoire mérite tout notre soutien, et c'est pour ça que moi je réponds évidemment avec beaucoup de plaisir à vos questions sur d'autres sujets. Je suis très engagé pour Mayotte, pour la Nouvelle-Calédonie. Nous commençons les discussions cette semaine. Je vais en parler là. Et puis évidemment contre la vie chère dans tous les Outre-mer, parce que il y a ce sentiment profond d'inégalité qui touche nos compatriotes ultramarins. Dites-moi, j'ai vu aussi une autre proposition de loi. Vous allez me dire ce que
vous en pensez. Je vais revenir sur la Nouvelle-Calédonie. Un étranger en situation régulière en France devra attendre 2 ans avant de toucher allocation familiale APL. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, mais c'était une proposition de loi des LR, oui. J'imagine. Oui, proposition de loi LR. On l'examinera et le gouvernement tranchera. Je n'ai pas en charge ces dossiers. Bon, Manuel Valls. Manuel Valls que vous avez en face, mais non, mais d'accord, il est solidaire Manuel du Valls, gouvernement. Vous avez été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Il connaît bien ces sujets. Vous connaissez bien ces sujets. Si vous voulez, sur ces sujets, quand même. Sur ces sujets, moi, il faut les traiter. Ne pas traiter des questions d'immigration n'aurait aucun sens. Mais par exemple, pour Mayotte, on voit bien, il n'y a pas une mesure seule qui règle le problème. Il n'y a pas de mesure magique. C'est une mesure d'ensemble. Et pour l'immigration, il y a quand même, sur ces 500 000 ou 350 000 habitants que nous évoquions, il y a 100 000 étrangers au moins. Bon, non, pardon, la moitié de la population est étrangère. Et sur la moitié de la population... 50%. 50%. Et une part de cette population est irrégulière. Donc on voit bien qu'on est dans une situation exceptionnelle qui nous oblige à un rapport de force avec les Comores, à agir pour empêcher l'immigration irrégulière d'arriver à Mayotte, à expulser entre 25 000 et 40 000 personnes par an, et à une politique de reconstruction économique et sociale de ces territoires. Voilà, c'est une politique d'ensemble. La Nouvelle-Calédonie, le dialogue, où en est le dialogue entre le FLNKS, les indépendantistes et les loyalistes? Est-ce qu'on se dirige vers une fédération? C'est ce que demandent les loyalistes. Les loyalistes, les non-indépendantistes, souhaitent qu'on donne plus de pouvoir aux provinces. Une sorte de fédération La Nouvelle-Calédonie, c'est 230 000, 250 000 habitants. Oui. Mais c'est pas ce qu'ils demandent. On ne va pas faire 2 pays, 2 États. Nous commençons les discussions, aujourd'hui même d'ailleurs, ce matin, avec les loyalistes, et je verrai pendant toute cette semaine, sous la forme de bilatéral, et nous allons dialoguer l'ensemble des interlocuteurs. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, la situation économique, elle est extrêmement inquiétante. Vous avez pratiquement 15 à 20% du PIB qui a été détruit. Vous avez 27 000 chômeurs. Une situation très inquiétante. Il n'y a plus d'investissement. Donc il faut reconstruire là aussi, avec des réformes économiques, la Nouvelle-Calédonie, que je connais bien aussi et que j'aime tout particulièrement. Puis c'est toute une histoire, celle de Michel Rocard et de Lionel Jospin, à laquelle évidemment j'ai participé. L'État a engagé 600 millions depuis le mois de juillet pour aider la Nouvelle-Calédonie. Il y a une garantie d'État d'1 milliard pour un prêt de l'Agence française pour le développement. Dans la loi de finances, il y a 200 millions supplémentaires en subvention pour la reconstruction des écoles et des bâtiments publics. Donc là, il n'y a pas de projet politique sans une économie viable. Il faut s'occuper du nickel. Il y a 3 usines du nickel qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Et donc, c'est tout l'avenir de la Calédonie qui est en cause. Et puis ensuite, il faut maintenant bâtir une solution politique. Et elle ne peut se passer que par le dialogue, par le respect des uns et des autres. C'est le fruit des accords de Matignon et de Nouméa. Ça nous renvoie à l'histoire, à 1988 et à 1998. Mais dans la salle où nous allons nous réunir, il y aura notamment la photo de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Djibaou, la fameuse poignée de main. Il faut que tous les interlocuteurs, au-delà de leur position, parfois très dure, se disent qu'au mois de mai et juin dernier, le sang a de nouveau coulé. Et il y a des ruptures, des fractures, notamment avec une partie de la jeunesse. Si on ne trouve pas la voie du dialogue, le chemin, l'affrontement, la guerre civile là-bas sont possibles. Donc nous avons tous, moi évidemment, mais chacun des interlocuteurs calédoniens, une sacrée responsabilité. Avec un rôle d'agitateur joué par l'Azerbaïdjan. Oui, qui surfe sur ces mouvements. Oui. C'est vrai en Calédonie, c'est vrai aux Antilles, en Guyane, c'est vrai d'ailleurs aussi à Mayotte ou contre les Mahorais. Oui. Et ce qui m'inquiète, c'est que non seulement il s'agisse ainsi, et je l'ai dénoncé, mais c'est qu'on trouve des responsables politiques et des élus sur place, pas à Mayotte d'ailleurs, mais ailleurs, qui participent de ce jeu-là. Donc moi je demande à chacun d'être très responsable. On ne peut pas être complice des agissements d'une puissance, ou d'une petite puissance, ou d'un pays, par ailleurs aux valeurs démocratiques assez contestables, qui essaie de profiter de ces mouvements ou de ces situations politiques ou économiques pour essayer de déstabiliser la France. Bien, un dernier mot sur les Antilles, on est en retard. De grands groupes étouffent l'économie et le pouvoir d'achat aux Antilles, c'est ce que vous avez dit, notamment, vous avez cité notamment un groupe. Comment faire et que faire ? Il faut agir, parce qu'on a jusqu'à
40%, on a plus de 40%, parlons, de l'écart de prix sur l'alimentaire. Oui, entre la métropole entre l'Hexagone, comme on dit, oui. et ces territoires, et les Antilles. Il y a une tendance à l'aggravation depuis 2015. Donc, oui, il y a évidemment une responsabilité sur l'ensemble de la chaîne, sur les marges, les marges arrière. Donc, on agit par la loi. Il y a un texte de loi qui a été voté il y a quelques semaines, une proposition de loi d'ailleurs des socialistes que nous avons soutenue. Il faut que l'autorité de la concurrence ait davantage de moyens, nous allons lui en donner pour agir. Et puis il faut revoir les marges arrière et toute la chaîne de production. C'est pour ça que je lancerai un Oudinot, c'est le siège du ministère du pouvoir d'achat. Et puis il faut partout aussi, parce que moi je stigmatise pas des groupes qui créent de l'emploi et qui ont beaucoup d'employés, mais je leur demande d'être responsables. Oui, qu'il y ait une juste concurrence, mais il faut aussi que ces territoires aient de vrais projets économiques qui s'inscrivent dans leur espace régional. Merci Manuel Valls d'être venu nous voir.